Il y a quelques semaines, il y a eu Les Survivantes de Pierre Barnerias, un film documentaire choc, bouleversant d'ailleurs, de 8 femmes qui témoignent à visage découvert sur l'horreur qu'elles ont vécue dans les réseaux de pédocriminalité. Il y a eu aussi Sound of Freedom, avec la pédophilie à son paroxysme, qui ont ouvert en fait un débat qui était déjà là depuis bien sûr des décennies, mais souvent mis en sourdine. Et depuis ces décennies, je dis bien les décennies car le premier film que j'ai vu date de 1978 je crois et qui s'appelle La Petite. Et puis il y a eu Volver en 2026, 2096 Stage en 2013. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous en rappelez, 14 millions de cris en 2014 et puis des dizaines et des dizaines d'autres. Et au milieu de ces drames, il y a des associations indépendantes souvent qui se battent, ou devrais-je dire plutôt qui se débattent dans un système qui leur ferme souvent les portes pour venir en aide aux victimes, aux femmes, aux enfants, aux jeunes adultes. Et dans l'ombre, elles agissent souvent d'ailleurs seules. Et aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'une d'entre elles qui date depuis 1999, je crois, je ne suis pas sûr, donc à peu près 25 ans déjà, et qui s'appelle Innocence en danger. Vous pouvez les retrouver sur innocenceendanger.org. Et elles sont avec moi aujourd'hui. Je vous présente d'abord Chantal Daboville, qui est coach et qui est sophrologue, et qui fait partie des membres fondateurs d'Innocence en danger. Il y a aussi Karine Papin, Karine qui est comédienne, hypnologue. Elle accompagne les individus à atteindre leur plein potentiel. Et d'ailleurs, elle met son talent au profit d'Innocence en danger. Et puis, vous la connaissez sûrement, c'est Laurence Beneux, qui est journaliste d'investigation. Elle est auteure aussi. Elle est spécialiste des problèmes de pédocriminalité et aussi de maltraitance sur les enfants. Et Laurence anime aussi, je crois, les entretiens essentiels de François. Et elle en a animé un récemment avec Innocence en danger. Et elle a travaillé aussi sur le film de Pierre Barnerias sur Les Survivantes. Mesdames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venues ici. Et avant toute chose, qu'est-ce que Innocence en danger, puisque c'est pour cette association que nous sommes là aujourd'hui? Qui veut prendre la parole? Je vais parler en tant que membre fondateur il y a donc 25 ans. En fait, en 1999, l'UNESCO a mis en place, c'était en janvier 99, une conférence mondiale sur la pédopornographie et l'exploitation des enfants sur le plan sexuel et surtout l'impact d'Internet. En fait, on découvrait un petit peu le trafic d'images. Et donc, à ce moment-là, le mouvement a été lancé par le directeur général de l'UNESCO et en fait, un an après, au changement de direction générale, ils ont considéré que ce n'était plus la mission de l'UNESCO. Donc, l'association, elle s'est constituée en loi de 1901 en 2000. Mais donc, voilà, ça fait 25 ans qu'on essaye de briser ce silence terrible dans lequel sont enfermées les victimes. 25 ans que vous œuvrez. 25 ans. Donc, et depuis, le mouvement s'est étendu. Donc, il est né en France, mais aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont très actifs. Il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a la Colombie. Tout ça sont les pays qui organisent les séjours de résilience. Donc, on est la seule association à aider les victimes dans leur reconstruction. Incroyable. On en reparlera d'ailleurs de ces jours, si tu veux, Chantal. Merci en tout cas. Alors, moi j'ai une question, c'est on ne se lance pas comme ça dans une association, on ne rentre pas comme ça dans une association, surtout dans le domaine de la pédophilie, de la pédocriminalité, des violences de femmes et d'enfants. Et pourquoi justement Innocence en danger? J'avais 35 ans, je crois, quand j'ai entendu parler de cette conférence mondiale et que j'ai rencontré Omer Assedier. En fait, j'ai découvert, j'étais peut-être très naïve, j'ai découvert qu'il y a des gens qui violent des enfants et des bébés. Et Mhm. là, quand même, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Euh, Quand on prend conscience vraiment de ça, pour moi, hein, on ne peut pas ne pas bouger et on ne peut pas ne pas s'impliquer. Et donc, ça fait 25 ans que j'œuvre, alors pas autant que la présidente qui fait ça jour et nuit depuis 25 ans. Moi, j'ai euh, des moments davantage d'implication parce que c'est très difficile. Ce qu'il y a dans le film des survivantes, moi j'en ai pris conscience en 2000. J'ai rencontré des personnes victimes de ça et franchement, j'ai passé des mauvaises nuits, hein, je dois le dire. Mais voilà, on ne peut pas, à mon sens, ne pas s'impliquer, ne pas réagir, au moins donner ou vraiment s'impliquer profondément. Alors, Je tu pense dis que c'est qu'on nécessaire. tu dis qu'on peut pas s'impliquer et réagir, pourtant, alors peut-être que Laurence aussi l'a vécu, ou même vous,
Moi, quand j'ai parlé des films que j'ai présentés comme Son of Freedom ou là comme Les Survivantes de Pierre Malarias, souvent on m'a dit non, non, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir. Mm. Et en fait, il y a même des amis qui sont très proches, il y a comme un déni de ne pas regarder la réalité en face, puisque quelque part, ça touche à ce que nous sommes profondément, nous, en tant qu'humains. Il y a quelque chose de ce genre, et de se dire, mais mince, je fais partie aussi de cette espèce. Donc, c'est difficile de dire qu'on ne peut pas s'impliquer. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi il y a des personnes qui ne veulent pas s'impliquer, qui ne veulent pas voir. C'est très difficile. C'est très difficile, mais moi, je pense que si on ne regarde pas en face ce côté sombre de l'humanité, eh bien, c'est ce qui lui permet de faire ses petites affaires tranquillement dans l'ombre. Et je pense que c'est un des derniers tabous de l'humanité. Vraiment, c'est le crime sexuel sur les enfants, cette exploitation des enfants. Et pour beaucoup de gens, c'est trop difficile à admettre. Et je lis encore dans des échanges que c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Voilà, pour beaucoup, c'est trop difficile. Et donc, Oui. ça se ferme. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier tabou, hein, parce que l'humain est quand même ingénieux dans le mal aussi, hein. Mais ouais, il est clair que aujourd'hui, l'actualité en parle de plus en plus, d'année en année. Donc d'abord, merci, merci aux journalistes comme toi, Florence, qui œuvre aussi dans ce sens. Moi, j'ai découvert Laurence en Laurence, 2000 oui. avec un article sur justement les réseaux pédophiles. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça a pu faire l'actualité en France. Et puis ça a fait pchit, on dirait. Laurence, tu peux peut-être en parler. Oui, enfin, à l'époque, ça avait pas réellement fait pchit. Enfin, si tu parles de Zandvoort au Oui, mais Figaro, depuis, oui, ça avait fait un énorme scandale. On en avait parlé partout. Parce que là, c'était quasiment tout le monde, enfin, découvrait enfin, ce qui était raconté, qu'on puisse, pardon, excusez-moi, qu'on puisse violer des bébés, enfin, c'était le début de l'entrée d'Internet dans les foyers à ce moment-là. Internet commençait à peine à se démocratiser. Donc, il commençait à y avoir des éléments iconographiques qui prouvaient tout ça, avec des centaines de milliers de photos. Et c'était une surprise pour énormément de monde. Et c'est vrai que après, c'est retombé. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, puis déjà, il y a pas de réaction réellement institutionnelle. Enfin, il y a une réaction sur le moment parce qu'il faut, puis après, oups, plus personne dit rien en espérant et en attendant que l'orage passe, et c'est ce qui se passe. Et effectivement, je me rappelle de gens qui me disaient, moi, je veux pas entendre parler de ça. Je me Mm. rappelle d'une journaliste qui, donc, qui m'appelait pour m'interviewer justement suite aux articles dans le Figaro, et je lui avais proposé je lui avais dit, est-ce que vous voulez voir les CD-ROM pour savoir de quoi vous parlez? C'est une journaliste de TF1. Elle m'avait dit, oh là là, non, moi, je veux pas me polluer la tête avec ça. J'avais été super choqué d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était très dur hein, de voir ces images. Mais enfin, j'avais l'impression, en moi-même, je m'étais dit, c'est quand même un peu ton travail, comment dire. Mais bref, cependant, petit à petit, c'est vrai que même il y a un rejet, parce que, bon, quelque part, on sait tous, en fait, que l'humanité est capable du meilleur, mais aussi du pire. Enfin, l'histoire nous l'a montré, il n'y a pas... Mhm. voilà, la Seconde Guerre mondiale n'est pas si vieille que ça, et puis ça a été le cas avant, enfin, avant dans l'histoire. Enfin, quand on voit ce qu'on imaginait pour torturer les gens au Moyen Âge, enfin, on le sait, vous voyez, on le sait. Et donc, c'est étrange, en même temps, ce déni, cette réticence, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des enfants qui me disaient que ils se projetaient en fait, sur leurs propres enfants et que du coup, ça devenait, l'idée était intolérable. Mhm. Enfin, il y a plein de mécanismes psychologiques et puis il y a aussi des stratégies qui sont faites quand même pour entretenir ça. Il y a des anathèmes qui sont lancés, hein. Il y a 20 ans, moi je me rappelle, enfin il y a plus de 20 ans maintenant, donc on parlait de réseaux pédocriminels, vous vous faisiez traiter de complotiste. Bah, aujourd'hui aussi, hein, 20 ans après, Laurence, ça n'a pas changé, hein. Exactement, non mais alors franchement, quand j'ai vu l'anathème, le mot complotiste qui est ressorti de plus belle il y a avec le Covid, je me suis dit, nom d'un chien, mais ils utilisent toujours c'est toujours les mêmes recettes, quoi, qui sont utilisées. Je me suis dit, tiens, complotiste, ça faisait longtemps que Co- co- rebelote, que j'avais pas entendu ça. Cependant, on parlait de Sum of Freedom, bah justement, là, il y a les survivantes. Il, il y a quand même
une prise de conscience, un début de débat public. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait des avancées au niveau institutionnel, au niveau, c'est toujours la lutte judiciaire est toujours aussi difficile. Il y a toujours des problèmes en justice. Les policiers ont toujours beaucoup de mal à avoir les moyens pour faire ce qu'il faut parce que euh, et pourtant, je sais, je veux dire, ils aimeraient bien. Enfin, il y a, comme dans toutes les professions, il y a quelques brebis galeuses, il y en a dans toutes. Mais globalement, c'est des gens qui sont très impliqués, qui font du très très bon travail, et notamment les policiers qui sont spécialisés, qui sont dans des brigades spécialisées, vraiment font un travail extrêmement difficile. Et je veux dire, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, ils sont super bons et ils ont super pas de moyens. Voilà. Alors après, on pourra toujours en trouver un pourri ou il y en a partout, hein, c'est ça, mais, mais voilà. Mais la réelle avancée, mais c'est déjà un début, c'est qu'il commence à y avoir une prise de conscience collective malgré tout. Il y a le- un déni qui commence vraiment à se fissurer. Et ton travail, toi, Laurence, au milieu de tout ça, c'est comment tu organises? C'est-à-dire que ton métier de journaliste, comment tu l'organises? Parce que être journaliste dans le milieu de la pédophilie, la pédocriminalité, ça doit pas être facile tous les jours. Les investigations doivent pas être évidentes. Bon, d'abord, malgré tout, même si je travaille beaucoup, beaucoup sur ça, parce que je travaille sur ça depuis longtemps, je ne travaille pas que sur ça. Ok, Je travaille sur d'autres sujets qui, en général, ont trait à la police et la justice. Mais le dernier livre que j'ai écrit était sur une unité de police. ok. C'était pas sur la pédocriminalité. Mm, mais bah, en fait, comme on est extrêmement peu à travailler depuis longtemps sur ce sujet et à bien le connaître, je suis contacté, Bah oui, voilà, je veux dire, je suis contacté, je sais où aller chercher, mais de toute façon, les informations viennent à moi. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui me contactent. D'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais c'est parce que bah, finalement, il y a trop de personnes. En fait, donc, je suis obligé, je ne peux pas donner les mêmes témoignages. bien Vous ne me sûr, donnerez pas la place bien pour sûr. plus ou moins le même témoignage 15 fois de suite. Je suis obligé d'en prendre qui sont emblématiques. Et voilà, et comme on continue à pas du tout assez nombreux à travailler sur la question, et ben, en fait, en plus, quelque part, entre guillemets, j'ai pas le choix. Mm. Parce que, parce que, en plus, ce que vous savez vous donne une responsabilité, en fait. Voilà, un message ouvert à tous les journalistes. Si vous pouvez juste vous retourner un temps soit peu vers une autre direction et venir aussi porter main forte pour Ah cette ben, cause. moi, je travaille à dossier ouvert. À chaque fois qu'un journaliste me demande, mais quoi que ce soit, enfin, je veux dire, évidemment, je demande l'avis, s'il y Bien a sûr. c'est des témoignages, je demande l'avis aux gens. Mais alors, vraiment, je veux dire, ça a commencé déjà à l'époque du CD-ROM, tous ceux qui voulaient savoir, etc. Je veux dire, j'ai toujours partagé, je veux dire, mes informations, tout, vraiment tout. J'en ai rien à fiche, d'être la première, du scoop, de je sais pas quoi. Voilà, tant que ça avance. Mais alors, on m'appelle, si quelqu'un veut travailler, veut des éléments de travail, c'est vraiment, c'est Gratitude, obligatoire chez Laurence. moi. Je veux dire, Merci. le souci, c'est que, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Merci. Gratitude en tout cas pour les actions que tu fais. Et donc concernant les actions, puisqu'on va parler actions, si on revient sur Innocence en danger, quelles sont les actions concrètes que vous faites vraiment sur le terrain, puisque c'est ce qui intéresse. Voilà, qu'est-ce que vous faites depuis 25 ans en vrai? Alors, depuis 25 ans, on fait de la sensibilisation avec des campagnes et des campagnes de publicité offertes par des agences, puisque bien sûr, on n'a pas les moyens de faire des grosses campagnes. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle la lettre de démotivation et Ok. qui était envoyée aux entreprises et qui expliquait ben, pourquoi le candidat allait être pas bon et qui cite toutes les conséquences de l'abus. Cette campagne, elle a été primée
un prix d'or par ses pairs. Et puis après, on a fait surtout au début beaucoup des conférences, des tables rondes, de la coopération, du partage de connaissances, travailler avec les ministères, les motiver. On a fait un petit manifeste qui s'appelle 1 sur 5. Alors, il y a le site 1sur5.org et dans lequel il y avait 25 propositions. Je vous invite vraiment à aller les regarder et vous serez même surpris de voir qu'il y a des propositions qui sont pas mises en place et qui semblent tellement évidentes. Comment appelle-t-on un pays où la police nie l'existence des réseaux pédocriminels? Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Comment appelle-t-on un pays où la justice blanchit des pédocriminels? 7. La 7 qui m'ont touché. Qui m'ont violé. Pas caressé, qui m'ont violé. Comment appelle-t-on un pays où les élites confortent les pédophiles au nom d'une idéologie soi-disant libertaire? Je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut avoir son premier amant à 14 ans ou à 18 ans. Je pense que la question qui se pose, c'est la qualité de cet homme, la qualité humaine, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on un pays où l'éducation nationale couvre ses pédocriminels pour protéger l'institution? J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Comment appelle-t-on un pays qui préfère bourrer de cachetons ceux qui souffrent de traumatismes d'enfance plutôt que de juger leurs bourreaux? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. Comment appelle-t-on un pays où les services sociaux maintiennent des enfants dans des foyers qu'ils savent dangereux? Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Comment appelle-t-on un pays où un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles? Vive la France! Vive la France! Comment appelle-t-on un pays qui se ment à lui-même depuis des générations? Donc ça, c'est une partie, sensibilisation, etc. Mais sinon, vraiment, les deux axes principaux, c'est le côté juridique et le côté résilience. En fait, on mène une action holistique qui est multidisciplinaire. Il y a la réparation en justice et c'est important d'obtenir cette réparation pour les victimes. Et puis après, il y a la réparation des traumas et ça, c'est les séjours de résilience. Donc vous avez mené des combats en justice, vous les avez gagnés? On gagne parfois, de plus en plus, en tout cas, dans les constitutions de partie civile. On a une vingtaine d'avocats qui travaillent donc pénal et famille et qui travaillent pro bono. Merci, vraiment, ils abandonnent leurs honoraires, on paye que les frais. Et dans les constitutions de partie civile, d'abord, c'est un soutien pour les victimes qui est important. Et puis surtout, par exemple, dans les affaires de cyberpédopornographie, on a obtenu une condamnation de quelqu'un qui, en fait, violait ses filles, gérait et alimentait des sites pédoporno. Mais en fait, ce qu'on explique, c'est que derrière chaque image, il y a un enfant et ces enfants, il faut les réparer. Donc, en fait, on demande des dommages pour la réparation, pour le préjudice que subissent les victimes. L'année dernière, je crois non, depuis le début de cette année, on a fait 25 signalements et 38 constitutions de partie civile. Donc, c'est important. En fait, ça peut souligner les services sociaux qui n'ont pas fonctionné. Voilà, ça peut mettre en lumière des choses importantes et faire avancer les sujets. L'année dernière, sur toute l'année, on a eu 55 constitutions de partie civile. C'est énorme. Voilà. Donc, au niveau des demandes qu'on reçoit, les gens peuvent nous contacter par le site, on étudie les dossiers, on rappelle et on fait donc l'accompagnement du dossier avec un avocat ou une constitution de partie civile ou un signalement aux autorités.
Donc innocenceendanger.org, hein, pour ceux qui veulent. Vous avez le lien qui seront sous cette vidéo et dans les commentaires. Et est-ce que vous sentez à Innocence en danger qu'il y a une recrudescence, que les gens commencent à se lâcher, à venir, à parler, à venir vous rencontrer plus que ce qu'il y avait avant? Les chiffres sont toujours en augmentation, ça c'est Ok. sûr. Les chiffres sont toujours en augmentation. Et alors, est-ce qu'il y a une augmentation? Il y a une augmentation au niveau des sites Internet, au niveau de la gravité qui sont vues dans les images pédoporno, en termes de nombre, de sites masqués. Il y en a pas mal en France. L'Europe héberge plus de 50%, je crois que c'est 65% des sites dans le monde. Donc là, ça y va bon train. Après, est-ce que c'est plus de cas ou plus de gens qui parlent? En tout cas, voilà, on a toujours de plus en plus de contacts et on les accompagne. Alors, j'ai vu aussi que vous organisez alors je sais pas comment ça s'appelle, Oui. c'est des voyages de Alors, ouais, résilience ou des choses, c'est comme ça? des séjours de résilience. Séjour de résilience, c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est Ouais. exactement? Alors ça, ce sont des séjours pendant lesquels on accueille les victimes. L'histoire, elle s'est faite toute seule, c'est-à-dire une jeune fille de 11 ans violée de manière terrible par des 17-18 ans dans son école. Elle a été totalement abîmée, blessée, déchirée et elle était dans une section psychiatrique de l'hôpital et sa mère était totalement désespérée, a contacté Omer Asselier, donc notre présidente fondatrice. Ça, c'était en 2002, hein. C'était vraiment le début de nos actions et elle demandait de l'aide, mais le problème, c'est que la petite fille, elle ne parlait pas. C'est-à-dire qu'elle était murée dans le silence depuis le début. Or, on ne savait pas ce qui s'était passé puisqu'elle était silencieuse. Et donc, Omer a demandé qu'est-ce qu'elle aime, cette petite fille. Elle aime faire du cheval. Et donc, ça a été le point de départ de l'inviter à passer 10 jours en vacances. On ne lui pose pas de questions, on la laisse tranquille et on la laisse juste avec le cheval. Elle peut faire du cheval autant qu'elle veut. Et ça, c'est ce qu'on utilise, et Karine pourra en parler, dans les séjours de résilience. C'est une vraie... c'est très particulier ce qui se passe avec le cheval dans la reprise de confiance et se réapproprier son corps. Donc, c'est Donc, une reconstruction psychologique que vous ouais, faites avec, complètement. complètement, hein, avec les victimes. Complètement. Et uniquement. Et donc, ça, c'est ça, à la fin du séjour, 10 jours en silence comme ça, elle a fait ce qu'elle voulait. Et à la fin du séjour, on a entendu sa voix. Elle a dit, oh Mera, je vais parler. Ça a été le début de son processus après de réparation en justice. Et donc, c'est né comme ça. Ensuite, il y a eu d'autres séjours. Et puis, les organisations des autres pays ont envoyé leurs enfants passer les séjours. Et puis, c'était compliqué, plusieurs langues, etc. Donc, chaque pays aujourd'hui organise son séjour. Et la Suisse a toujours continué à recevoir les enfants francophones. Et surtout parce que la France n'a pas de moyens et c'est Oui. quand même une grosse Donc, ce organisation. sont des séjours, les enfants, ils sont en individuel ou alors c'est des séjours de groupe où il y a d'autres enfants qui sont avec eux, il y a d'autres victimes qui sont ensemble? Eh bien, justement, ils sont tous ensemble et ça fait partie de cette Bien reconstruction sûr. parce que personne de l'encadrement n'est au courant des dossiers. Mhm. Donc, c'est pas abordé du tout. En revanche, chaque enfant sait qu'il n'est pas seul. Les autres enfants sont là parce qu'ils ont vécu la même chose. Ça se reconstruit entre les enfants, ça se reconstruit entre les parents et il se passe quelque chose vraiment qui est avec le cœur, la bienveillance. C'est comme il y a quelque chose qui se lâche et c'est le début de la reconstruction parce qu'après, il y a plein d'autres Mais activités. c'est important de se sentir uni à d'autres. Alors même, bien sûr, dans ce cas, c'est extrême, mais moi, je me rappelle, après 18 mois d'esclavage avec un homme, la première chose que j'ai fait, j'ai été me mettre avec une autre des victimes et on est resté ensemble pendant 1 an et demi. Donc on était jeunes, on avait 14 ans, mais on a fait de 14 ans jusqu'à 15 ans et demi, on est resté ensemble et on a avancé ensemble pendant ce moment-là et on s'aimait d'un amour-peur
on va dire, j'appelle ça comme ça. Mais ça nous a donné de la force pour nous reconstruire en fait dans le futur, après par la suite. Je sais pas ce qui est devenu. Si Didier, tu m'entends, par hasard, voilà, à tout hasard, petit clin d'œil. En tout cas, c'est extraordinaire ce que vous faites. D'ailleurs, si vous voulez aller contribuer pour aider ces jours de résilience, vous allez sur innocentdanger.org et vous faites un don. Ou alors, si vous ne trouvez pas, vous avez le lien sous la description. Ou alors encore sur soyneman.com, vous allez voir, vous avez tout en bas et vous cliquez pour aller contribuer vous aussi, puisque pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des enfants qui souffrent, il y a des victimes qui sont présentes là, ici et maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est là, c'est une réalité. Est-ce que... Oui. Aussi, bon, évidemment, des associations de protection de l'enfance, j'en connais beaucoup. Je m'excuse s'il y a du bruit, j'ai été fermer les fenêtres, mais ils viennent de commencer les travaux en bas de chez moi. Je viens d'entendre des marteaux-piqueurs. Bref. Mais je trouve que ces séjours de résilience, c'est vraiment une spécificité remarquable d'Innocence en danger. J'ai été voir ce qui se passait sur place 2 ou 3 fois, au moins 2 fois en tout cas. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est unique. Il y a d'autres associations de la protection de l'enfance qui se constituent partie civile, qui font de l'information. Il y en a avec des associations qui font du bon travail. Mais cet aspect-là est absolu, c'est tout à fait remarquable et c'est unique par rapport à cette ONG. Ça la rend vraiment, à mon sens, exceptionnelle. Depuis 2002, l'association Innocence en danger organise des séjours de résilience destinés à ces enfants en souffrance. Ils sont accueillis durant une dizaine de jours avec leurs familles proches dans un environnement sécurisant et bienveillant. Des thérapeutes et des professionnels sont présents pour les accompagner et entamer une thérapie ciblée au travers d'activités variées. L'idée principale de ces séjours est de favoriser la résilience, de se ressourcer et de s'apaiser au contact de la nature et des animaux, de renforcer la confiance en soi et en l'autre, d'apprendre à gérer ses émotions et à les exprimer, de stimuler la créativité et de favoriser les échanges avec d'autres personnes qui ont traversé des épreuves similaires. Ces séjours ont de véritables vertus, tant sur le plan psychique que physique. Des études menées en 2013 le confirment. Les améliorations constatées chez les enfants et leurs proches ont conduit les scientifiques à accorder à nos séjours le label thérapeutique, gage de leurs bienfaits et des espoirs qu'ils suscitent pour le long mais nécessaire chemin vers la résilience. Merci Laurence. Karine, du coup, comment est-ce que tu interviens, toi, dans ces rencontres avec tout ton talent d'artiste, voilà, est-ce que tu peux Voilà, c'est vrai que ce moment de travail sur... on a utilisé l'art-thérapie, je vais vous parler du dernier séjour surtout. Donc là, on avait une équipe totalement féminine d'ailleurs, avec psychologue, art-thérapeute et intervenants. Le maître mot, c'était autour du cheval, effectivement, de l'équithérapie, où là, les enfants comme les parents pouvaient aller vers ces animaux sans filtre. Il n'y avait pas l'être humain. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois, ça procure des moments de respiration. Donc, l'idée pour l'équipe, c'est vraiment retrouver cette respiration et passer par le jeu et le mouvement. Donc, ça, c'est les 3 mots. Donc, on a une art-thérapeute qui travaille sur les marionnettes. Donc, on a un travail individuel et collectif qui se fait au cours de la construction d'une marionnette. Ensuite, donc, on a l'équithérapie, on a la sophrologie. Ça, c'est les activités phares qui vont permettre aux adultes comme aux enfants de pouvoir choisir un petit peu comment ils veulent travailler autour de leur journée, avec tous ces moments libres aussi. Beaucoup d'art et donc l'improvisation théâtrale que là je pratique, où il y a une liberté d'expression. On va créer ensemble et donc avec les enfants c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont encore dans ce mouvement du jeu et petit à petit ils vont pouvoir de nouveau s'exprimer et c'est vrai que dès qu'on voit que le rire au fil des jours revient, il y a une libération et ça c'est vraiment fort. Ce qui s'est passé, l'anecdote cette année, c'est que les adultes normalement je ne devais pas forcément travailler avec eux en théâtre d'improvisation et puis sur une présentation d'activité ils se sont libérés. Ils ont fait une activité
d'expression artistique autour de l'impro. Et puis, on en a fait tous les jours. Et le témoignage le plus fort, c'est que à la fin, une des mamans est venue nous voir en disant ça faisait 3 ans qu'on m'avait pas touchée. Et grâce au jeu, grâce à cette mise en scène, dans tous les sens du terme, j'ai pu me libérer. Et donc, elle disait ça évidemment en pleurant. Voilà, donc c'est vraiment un travail de symbiose de l'équipe, des familles, des enfants. On est dans un lieu qui est vraiment dans un cadre à nous. Donc, c'est ça qui est important aussi pour travailler. Donc, c'est pas forcément facile de trouver ça en France, mais je pense qu'il y a plein de lieux. Donc, si vous nous entendez, on a besoin d'un lieu où on peut se retrouver comme ça, une quarantaine de personnes, où il y a des animaux, des chevaux pas loin, et puis voilà, des salles où on peut se retrouver et faire ce travail de résilience, en fait. Nous souhaitons proposer en France un séjour ayant pour thématique principale l'équithérapie. Le cheval est un objet d'attachement fiable et valorisant. Il offre des possibilités de bienfaits thérapeutiques majeurs en aidant à poser des mots sur les mots. Nous pensons que se reconstruire après un tel traumatisme est un droit, auquel chacun doit pouvoir prétendre. C'est pour cette raison qu'Innocence en danger prend l'ensemble des frais relatifs au séjour à sa charge. Le programme de cette année, essentiellement axé sur la thérapie par le cheval, avec des séances quotidiennes pour chaque enfant, sera complété par des séances d'art-thérapie, de sophrologie et de yoga, avec bien sûr des activités ludiques et sportives telles que baignade, jeux, chasse au trésor. Nous avons besoin de vous toutes et tous. Chaque don, même petit, fait la différence. À titre d'exemple, un don de 20 € permettrait à un enfant de bénéficier d'une séance de thérapie auprès d'un cheval. Et prendre soin d'un cheval, c'est réapprendre à prendre soin de soi-même, exprimer ses émotions, mettre des mots sur ses ressentis et renforcer son estime de soi. Contre l'enfance maltraitée, il ne suffit pas de s'indigner, il faut se mobiliser, dénoncer, agir. Extraordinaire. Merci, merci Karine. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que tout roule, que tout va bien pour l'association. Mais moi, je ne connais pas une association ou une entreprise qui fonctionne bien. Il y a forcément des difficultés qui traînent quelque part. Et aujourd'hui, Innocence en danger, est-ce qu'elle fait face aussi à des difficultés particulières? Peut-être que vous voulez parler, un message à faire passer aussi par rapport à ça. Oui, puis on veut faire ce séjour sur 3 ans. On a fait la première année. Voilà, il y a déjà des difficultés. Donc, non, on a besoin des... Oui, alors, chaque pays a son étude scientifique et son label thérapeutique, c'est-à-dire des psychologues qui ont assisté, qui disent on ne sait pas ce que vous faites, mais c'est magique, les enfants vont mieux de jour en jour. Et des études ont été faites. Ça a commencé en Allemagne en 2013. L'université de Koblenz a fait une étude. La Suisse a fait son étude. Les États-Unis aussi, etc. En France, on n'a pas d'études scientifiques. On n'a pas de subvention publique pour ces séjours. Et quand on demande aidez-nous, c'est on fait déjà des actions et on n'a pas d'argent. Dans chaque séjour, il y a toujours au moins une psychologue qui n'est pas là pour travailler, mais qui est là s'il y a un problème, s'il y a quelque chose de trop difficile. Il y a voilà, une psychologue en soutien. Et en France, on a lancé un projet de recherche sur 3 ans, donc pour suivre les familles sur 3 ans, donc 3 séjours, et faire cette démonstration scientifique. En France, on a besoin d'études un peu scientifiques, voilà, donc quelque chose qui valide. Quand on sait le résultat des études scientifiques, moi je me méfierais. Enfin bref, c'est une parenthèse. J'ai mis juste ça en underscore quand même. Mais, oui, ouais. bien d'accord, parce que là, il suffit, tous ceux qui sont allés dans les séjours ont vu, ça se passe, c'est dans le lien, ça se dénoue, ils repartent. Et moi, alors on a fait aussi des séjours jeunes adultes. Quand une jeune femme me dit ma vie a changé après le séjour, ou quand une maman me dit par rapport à son enfant, il y a un avant et il y a un après séjour, ben là, je sais qu'on a fait notre boulot. C'est la plus belle preuve scientifique qui existe. Mais oui, mais des séjours comme ça, parce que les conséquences des traumas pas soignés sur la santé mentale et physique sont gigantesques. C'est pour toute la vie. C'est dans le travail, dans la famille, c'est dans tout. C'est énorme. Le coût, il est colossal. Alors que, voilà, un séjour, on le répète sur 3 ans, et après, c'est guéri, et l'enfant
il retrouve sa vie d'enfant, il a sa cicatrice, mais il peut vivre une vie normale. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus intéressant, y compris pour la sécurité sociale, ça le serait de financer ce type de retraite. Et puis avant toute chose, un enfant ou une victime a besoin d'amour. Voilà, il n'y a pas besoin, de médicaments, il n'y a pas besoin de tout ça. La première chose, c'est de l'amour, et de l'amour vrai, et puis un soutien, et puis de la sécurité, quoi. Donc, c'est quoi les besoins exacts aujourd'hui d'Innocence en danger? Eh ben, c'est des soutiens financiers, surtout. Alors, effectivement, si quelqu'un veut nous donner gratuitement un lieu où on peut avoir 40 à 50 personnes avec hébergement, pension complète, ça, c'est déjà une grosse partie du coût, et des salles pour se réunir et de chevaux à proximité. Après, il y a les déplacements, parce qu'il faut savoir que on accueille l'enfant victime, la fratrie et les parents ou le parent protecteur, parce que c'est tous ensemble que la reconstruction se refait. Donc, ça a ce coût, et il n'est pas question que ces coûts-là soient à la charge des familles. Donc, on prend en charge 100% pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. Voilà, donc c'est un lieu où c'est du financement. On peut faire des dons réguliers via PayPal sur notre site, et là, on est amis pour toujours d'Innocence en danger. On peut faire un don ponctuel, et là, on est amis d'un jour. On est invité à être amis d'un jour régulier. Voilà, il y a différentes formules. Oui, mais Il y a ami d'un jour, hein, tu sais, ami d'un jour, si ça aide, ça sauve une vie, en tout cas sur le plan, c'est ami pour toujours. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc rappelez-vous juste ça, c'est que le moindre aide, le moindre don que vous allez faire, c'est pas de l'argent que vous donnez, c'est de la reconstitution d'enfants, et qu'ils puissent vivre leur vie et puis déployer leur âme, enfin ce qu'ils ont au fond d'eux, et puis de plus vivre dans la peur, quoi. Donc n'hésitez pas, il y a un séjour, je crois, qui se prépare là incessamment sous peu. Vous allez sur le site d'Innocence en danger, et vous allez, ou sinon vous allez en dessous de cette vidéo, vous allez sur seuilnomane.com, vous allez le retrouver. Faites vos dons, contribuez là maintenant pour pouvoir faire le prochain voyage. Et puis si par hasard vous avez un lieu, c'est le moment où vous pouvez nous appeler, hein. Vous pouvez aussi nous contacter directement à seuilnomane.com, à support-seuilnomane.com, où vous aurez les coordonnées sous cette vidéo. Alors dites-moi plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes, à ces mères aussi, ces mères d'enfants qui aujourd'hui voudraient sortir de l'ombre et qui n'osent pas aujourd'hui, qui ont peur, puisqu'il faut bien le dire, hein, quand on passe des années dans un réseau, la peur est là. Quand on passe des années même à être esclave d'un homme, la peur est là, parce que on sait ce qu'ils peuvent faire. Et donc, à un moment donné, vouloir sortir de l'ombre, peut-être, il peut y avoir une sorte de sidération, et on n'ose pas le faire. Et quel support aujourd'hui, en tout cas Innocence en danger ou peut-être d'autres, peut apporter à ces femmes et à ces mères surtout? Déjà, il faut contacter l'association. On peut contacter l'association par le formulaire de contact. Excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Oui. Hop, je vais être obligée de vous quitter. Pas de problème, Laurence. Merci, Laurence. Je suis vraiment désolée. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Et merci à Laurent pour son interview ou entretien essentiel sur France Soir, parce que ça explique bien aussi les besoins d'Innocence en danger, et ça donne une visibilité. Ce que je disais… Donc oui, pour vous contacter, là justement, c'est les personnes qui veulent sortir de l'ombre aujourd'hui et qui veulent vraiment, en fait, enfin commencer à revivre. C'est ça. Si on reprend l'histoire de cette petite fille, c'est quand on commence à en parler qu'on peut déjà poser, déposer, donc sortir ce qui est à l'intérieur, ce qui pèse, ce qui est difficile, le déposer à l'extérieur, et donc contacter par le formulaire de contact. Le dossier est étudié rapidement, on recontacte les gens, et après c'est un contact en permanence. Et c'est important de faire les démarches juridiques, judiciaires. Alors après, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a prescription. Là, actuellement, par exemple, il va y avoir le deuxième volet du procès, le Squarneck, donc ce chirurgien qui a fait plus de 300 victimes. Et alors, d'abord, il a été condamné parce qu'il avait alors sa voisine, ses nièces, une petite cliente, donc voilà, quelques clients. Et en fait, il avait un carnet avec le nom de ses victimes et ses pratiques. Donc, on a identifié 300 personnes qui aujourd'hui sont adultes.
et qui se sont, voilà, donc qu'on peut accompagner dans ces cas-là. C'est le fait de se retrouver aussi tous ensemble, et c'est ce qui se passe dans les séjours avec les enfants. Quand on dépose et qu'il y a cet aspect de ne pas se sentir seul, c'est le début de la réparation. Et la reconstruction, elle passe par la réparation judiciaire ou la résilience. Merci Chantal, merci Karine, Laurence, merci même si tu es plus là. Ne laissez pas ça de côté, vous pouvez participer et contribuer pleinement à ce nouveau paradigme. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux enfants et on ne touche pas aux enfants, quel que soit l'âge. Et pour ça, les associations comme Innocence en danger ont besoin de vous, pas demain, maintenant. Et c'est que si ensemble, tous ensemble, on commence à contribuer, on avance et on œuvre ensemble, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on peut faire arrêter ce désastre aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin de vous. Vous avez les liens sous la description, innocenceendanger.org, seuilneumann.com. N'hésitez pas à nous écrire support@seuilneumann.com pour pouvoir avoir des informations. Vous avez l'email d'Innocence en danger en tout. Vous avez tout, c'est entre vos mains. Merci encore pour ce que vous faites. Oui, tu veux dire quelque chose ? J'ai une suggestion. On a des gens qui font des cagnottes pour Innocence en danger, pour leur mariage ou pour leur anniversaire, des gens qui sont conscients que consommer encore davantage, ça n'a plus de sens, mais que en revanche, demander une contribution pour une cause qui tient à cœur, faire une cagnotte d'anniversaire ou de mariage ou de ce qu'on veut, et la faire au profit d'Innocence en danger, alors ça, c'est vraiment un beau cadeau pour nous et pour les enfants, parce que les enfants sont l'avenir de l'humanité et qu'on a l'humanité qui est construite avec les enfants d'hier. Et donc, si on veut demain une humanité un peu plus consciente, résiliente, généreuse, apaisée, eh bien, il faut des enfants qui aujourd'hui aient de la paix dans le cœur et donc ne soient pas écorchés, blessés, abîmés par la société. Je pense que c'est une responsabilité collective parce que la sécurité sociale, elle accompagne, voilà, elle soigne quand on est malade, etc. Et que aujourd'hui, tous les enfants sont tous nos enfants et que la responsabilité est collective de les aider à se réparer quand ils sont blessés. Merci. C'est la cagnotte pour retrouver. Voilà, merci Chantal. Vous voulez faire votre cagnotte, vous les contactez, Innocence en danger, ils vous diront comment faire. Vous contactez Chantal. C'est sur le site. Voilà, c'est sur le site. Faire en tout, une cagnotte. c'est facile. Tout est donné. Merci pour tout, merci de votre présence, merci de votre travail au quotidien, merci à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, le monde a besoin de savoir, allez aider l'association, et puis je vous dis à plus tard dans la vie.